Comme coagir permettant de reconnaître les vérités d'hommes qu'on y cherche, doit donc être replacée non pas dans les rapports de justification, mais dans les rapports de production. Et ici, René se réfère de façon originale à Karl Marx. Je cite. « Si l'on entend par communication les voies réelles et empiriquement définies par lesquelles les hommes sont liés réciproquement, et par philosophie de la communication, une philosophie qui ne dissocie pas le développement empirique des communications de la connaissance de l'homme par l'homme, ni du sens que l'homme prend pour l'homme, le marxisme, par rapport à des philosophies non communicatives comme celle de Kierkegaard ou de Nietzsche, ou de nos jours celle de Heidegger, est incontestablement orienté vers la communication. Il n'y a pas de critique de la bourgeoisie chez Marx sans réhabilitation de la communication. Dans la théorie de Stirner sur l'individu, rappelle Marx, on ne fait qu'expliciter la représentation que l'homme bourgeois a de lui-même et d'autrui. Dans son rapport à autrui, ce qui importe au bourgeois, ce n'est pas la relation humaine elle-même, mais l'utilité qui n'a rien à faire avec cette relation, mais lui est seulement liée en raison des conditions sociales. Le vrai rapport, donc, continue Marx, que René cite, à savoir que je parle à l'autre, que je l'aime, etc., que par là mes capacités se développent, est méconnu comme tel. On y introduit en effet un second rapport, selon lequel j'entre en relation avec l'autre, c'est-à-dire que je dois, en dehors du rapport réel qui se comprend de lui-même, encore avoir avec l'autre un rapport particulier d'utilité, tiré de lui une utilité spéciale. Cette relation d'aliénation, imposant ses conditions historiquement, on ne peut s'en libérer qu'en situant objectivement l'homme dans ses relations de communication. Et René se réfère toujours à Marx. Au lieu que l'objectivité soit sous la forme de l'objet posé, je cite, l'obstacle majeur à la communication interhumaine et à la possession par l'individu de son essence universelle, elle devient au contraire condition première d'existence humaine, affirme René. La communication a besoin de passer par le détour de la transformation du monde pour permettre aux interlocuteurs de se reconnaître comme humains. Et Scherer de se référer explicitement au processus de production analysé par Marx. Donc, la citation de Marx. « Supposons, écrit Marx, que nous ayons produit en tant qu'humains. Chacun de nous se serait affirmé doublement dans sa production, il serait affirmé lui-même et il aurait affirmé l'autre. Premièrement, dans la production, j'aurais objectivé mon individualité, sa particularité. Donc, pendant l'action, j'aurais éprouvé la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie. Et dans la contemplation de l'objet, j'aurais eu la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance objective, concrètement saisissable, indubitable. Deuxièmement, dans ta jouissance ou ton utilisation de mon produit, j'aurai la jouissance directe aussi bien d'avoir objectivé la nature humaine en procurant à un autre homme l'objet et son besoin. Troisièmement, j'aurai aussi la joie d'avoir été le médiateur entre toi et l'espèce humaine, donc d'être reconnu et ressenti par toi-même comme un complément de ton être et comme une partie nécessaire de toi-même, me sachant ainsi confirmé dans ta pensée comme dans ton amour. Quatrièmement, j'aurai la joie d'avoir produit, dans la manifestation individuelle de ma vie, la manifestation directe de ta vie. Donc, d'avoir affirmé et réalisé, dans mon activité individuelle, ma vraie nature, ma nature humaine et sociale. Fin de la citation de Marx. Dans le capitalisme, l'objet produit acquiert une indépendance par rapport à l'acte producteur, et le rapport interhumain que l'on vient de décrire s'inverse en son contraire, écrit René. Le rapport de choses économiques dominant toute la vie sociale. Je cite, René cette fois, « C'est dans la mesure où le travail est essentiel à l'homme, ainsi que la jouissance de son produit, que l'aliénation du produit et du travail correspondent dans la société actuelle à une aliénation totale de l'homme, condamné à vendre sa force de travail. Mais corollairement, l'essentialité du rapport de l'homme au travail indique la direction selon laquelle cette aliénation peut être transformée en son contraire.
L'aliénation sous sa forme actuelle caractérise la situation actuelle des rapports humains viciés, tandis que l'objectivation de ces rapports, tout en étant elle-même historique, garde par rapport à elle une universalité qui persiste à travers l'aliénation elle-même. Si chacun se trouve réduit à un être, fin de citation, si chacun se trouve réduit à un être qui recherche la satisfaction de ses besoins élémentaires, dans son action effective, il est lié universellement à tous ceux qui subissent la même dépossession. Mais cette universalité, écrit René, ne saurait être réduite à la classe du prolétariat. Comme il le souligne, je cite, « Le développement des investigations ethnologiques dans les sciences humaines correspond à un profond désir de communication de notre société, de notre culture avec d'autres formes d'expérience humaine. Désir se découpant sur les rapports historiques objectifs de la société industrielle capitaliste, avec des sociétés autres et fondées sur ces rapports. Mais loin que ce désir apparaisse dans une dépendance directe positive à l'égard de l'universalisation de fait des conditions de vie produites par le développement du capitalisme, il s'exprime au contraire en réaction contre lui. Ce besoin de communication avec d'autres sociétés est l'expression d'une protestation comme un monde d'aliénation où la qualité des relations humaines, Scherrer cite ici Georges Ballandier, la qualité des relations humaines a cédé le pas devant le système abstrait des règles, des prescriptions, des contrats et des contraintes, où les personnes se sont effacées devant les agents économiques, politiques et sociaux. Mais ce désir ethnologique de communication avec d'autres cultures ressemble, souligne-t-il, à une fuite de l'homme devant lui-même, devant les exigences pratiques de ce monde et devant les exigences pratiques d'autrui. Mais elle peut également signifier, insiste-t-il, je cite, l'abandon d'un certain dogmatisme qui nous pousse à valoriser absolument notre comportement culturel, à élargir en un mot notre connaissance de l'homme. Elle prend alors le sens d'une communication féconde qu'il éclaire en se référant au paragraphe 40 de la critique du jugement de Kant. Je cite, « Ceci en effet, quelle que soit la capacité et le degré de génie naturel de l'homme, révèle pourtant un individu d'esprit élargi, s'il sait s'élever au-dessus des conditions particulières subjectives du jugement, où tant d'autres se trouvent cramponnés, et s'il sait réfléchir sur son propre jugement, en se plaçant du point de vue général, qu'il ne peut déterminer qu'en se plaçant du point de vue d'autrui. » Fin de citation de Kant. L'exercice de ce jugement ne saurait donc rester le lieu d'un respect purement formel d'autrui. Il implique une communauté d'action dont René Scherrer trouve le modèle chez Michel Leiris et dans la conscience qu'ont les sociétés colonisées de leur rapport de dépendance et d'aliénation à l'égard des sociétés capitalistes. Donc ce petit livre de 69, il anticipe sur ce dialogue interculturel et transculturel dont on a senti la nécessité non seulement dans l'ethnologie, mais dans la philosophie, dans l'anthropologie, dans la pragmatique, depuis une dizaine d'années. Et il donne une voie d'orientation dans ce dialogue. Cette communauté d'action implique une solidarité effective avec des hommes qui ont une claire conscience, je cite, de ce qu'il y a d'inacceptable dans leur situation. Et elle n'advient, cette communauté d'action, qu'en surmontant le danger inhérent à une philosophie de la pratique, c'est-à-dire qu'en surmontant la volonté de transposer dogmatiquement ses propres projets dans des sociétés auxquelles les sociétés capitalistes sont effectivement liées, mais avec lesquelles elles ne communiquent pas au sens propre de ce mot. Le dialogue interculturel qui surgit alors ne peut se développer qu'en jugeant réciproquement de l'objectivité des expériences des uns et des autres, c'est-à-dire de leur capacité à reconnaître et à se transmettre à propos de ces cultures de l'humanité la qualité d'objectivité et de jouissance de vérité que Marx avait reconnue en toute production et en toute objectivation. L'application de cette règle, par exemple, dans cette communication qui n'a pas lieu entre le capitaliste nord-américain et puis le refus par les pays arabes du capitalisme, eh bien, ça pourrait être de voir que
les rapports de contrat, d'alliance, etc. ont toujours été critiqués par le Coran. Et pourquoi? Parce que, justement, ils éloignaient du monde. Ils gardaient les fidèles dans une bulle de relations d'alliance qui n'était mesurée par rien d'autre. Ce qui se passe dans le printemps arabe, c'est d'une certaine façon un coagir à la René, c'est-à-dire un coagir où, dans la notion de démocratie telle que on l'a développée comme démocratie libérale aux États-Unis ou comme démocratie républicaine en Europe, donc on insère, donc obligé de le faire, un rapport à la réalité de la construction des mondes qui se partagent, donc qui n'avait pas de nécessité, qui ne pouvait pas être reconnu comme nécessaire autrement. Donc tout ce détour par Marx, dans la théorie, la philosophie de la communication de René, ce n'est pas fait pour rien. La condition de cette pratique du dialogue interculturel doit accepter de pouvoir partir d'une incompréhension de l'autre. Donc, je cite, à un certain niveau, la compréhension proprement dite doit s'abolir pour permettre à la communication de s'instaurer, s'efforcer de comprendre l'autre, prendre cet effort uniquement comme fin, c'est en effet, en un certain sens, refuser de communiquer, c'est-à-dire d'atteindre le plan créateur où le contact d'autrui est fécond et contraint tout individu à sortir de lui-même, à atteindre une vérité qui n'existe nulle part ailleurs que dans cet acte. La dialectique des rapports amoureux, celle de l'éducation, se fonde sur une certaine attitude d'incompréhension délibérée, chacun ne pouvant apporter à l'autre qu'en étant d'abord lui-même. Fin de citation. Cette ouverture à la différence comme à la structure de contradiction présente par exemple au rapport de domination analysé par Hegel comme au rapport des luttes de classe révélé par Marx, reste le seul domaine dans lequel puisse œuvrer le philosophe, et chacun, dans la mesure où l'appartenance à la communication qualifie chacun déjà à la réflexion philosophique, puisqu'on a vu qu'elle était mue par cette motivation d'avoir besoin de l'autre en tant qu'on a besoin de lui pour accéder à une vérité inédite de soi-même. La réflexion philosophique sur la communication n'y fait donc pas exception et ne peut se produire que dans la mesure où, je cite, l'ouverture à l'expérience humaine est ce qui, à tous les niveaux, vivifie la réflexion. Nous savons également, continue René, que la vérification a posteriori de la vérité philosophique réside dans le fait qu'elle ne consiste pas en la transmission d'un message, mais dans l'élucidation constante, pouvant être universellement effectuée d'une expérience, ou en d'autres termes, que sa vérité consiste dans sa communicabilité, et que celle-ci n'a d'autre fondement que sa vérité pour chacun. Réciprocité qui ne peut s'entendre sans la confirmation que la pratique impose. Le philosophe, écrit-il, qui ne peut prétendre à la place de fondateur d'une communauté universelle, qui s'est bien défendu tout à l'heure d'avoir été le fondateur de la communauté réelle de Paris 8. Donc le philosophe qui ne peut prétendre à la place de fondateur d'une communauté universelle, mais il a été, et pas seulement institutionnellement, il a été par la pratique de sa communication, mais surtout par le coagir qu'il a développé donc avec étudiants et collègues. Et donc, d'une certaine façon, donc intégrant cette dynamique de communication qui reste le secret de sa participation à un département qui serait aujourd'hui une ruine s'il n'avait pas mis en pratique cette théorie, cette philosophie de la communication. Donc le philosophe qui ne peut prétendre à la place de fondateur d'une communauté universelle, en substituant à la pratique réelle celle idéale des volontés, trouve dans cette élucidation opposée à une transmission sa fonction propre.
Fin de citation. L'excentration vers l'expérience et la pratique libère ainsi du logocratisme et du logocentrisme, c'est-à-dire des dangers qui guettent l'enfermement de la philosophie de la communication dans une théorie qui refuse le test de vérité d'un agir en commun. Elle délivre ainsi également de la tentation pragmatiste, celle de réduire à la façon de Richard Rorty tout dialogue au bruit des sons accompagnés de compréhension et d'efficacité, celle de réduire le dialogue à une sorte d'affection collective d'accord des uns et des autres. Car l'objectivité de l'action, tout comme celle d'un coagir, se mesure à la façon dont celle-ci correspond réellement à une nécessité de transformer le monde visible comme le monde social pour y introduire une condition de vie qui produit comme bénéfice secondaire la jouissance d'un bonheur commun, à la façon dont toute production était censée la produire pour Marx, hors des rapports d'aliénation ou pour émanciper de ces rapports. Et donc je voudrais terminer en disant quand même que cette théorie, eh bien, elle ne redescend pas en dessous de Kant, comme on la trouve encore chez Deleuze, lorsque effectivement on a une théorie pré-kantienne qui donne, au lieu de passer par le filtre de la communication, donc, qui donne aux intensités donc, le rôle d'agir de façon fortuite dans toutes les formules qui viennent à l'esprit, mais donc c'est aussi une philosophie de la communication qui ne s'aliène pas à une théorie kantienne à la façon de Lyotard, où le respect formel d'autrui comme si autrui était donc une sorte d'incommensurable et au sein vis-à-vis duquel on serait dans une relation de reconnaissance de sublimité qui nous dépasse, eh bien ces deux aliénations, cette aliénation chez le Kant du sublime, dans la théorie de la communication, et cette aliénation donc pré-kantienne chez Leibniz pour Deleuze, eh bien, elles sont évacuées d'avance dans ce remarquable chapitre de conclusion.